Le space est enregistré, il s'intitule Zemmour ment-il? J'ai vérifié chaque promesse avec le droit, épisode 1 2027. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vais commencer les spaces sur la présidentielle. Donc aujourd'hui c'est Zemmour. La semaine prochaine, en fonction des actualités, ce sera peut-être pas un space présidence, mais la semaine qui suit, ce sera qui j'ai dit que je faisais déjà? Oh, j'oublie son nom, le maire du Havre, Édouard Philippe, voilà. Et on va continuer comme ça. On va tous les égrener et puis on va voir ce qu'ils disent, et ce qui est possible et ce qui est pas possible. Alors, rappel, on est dans Space de Lilou. Vous avez la capacité de monter pour poser vos questions. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Il faut que ce soit sur le sujet. Pareil, dans la bulle, elle est réservée aux personnes que je suis pour ne pas la polluer. Le space va durer 2 heures maximum pour la bonne et simple raison que je l'exporterai ensuite pour devenir un podcast. Et bien entendu, on est respectueux des uns et des autres et on n'a pas de propos à caractère illégaux, racistes, islamophobes ou antisémites. Ce faisant, maintenant, je vais commencer mes spaces à l'heure et les spaces sont rec et tous ceux qui veulent écouter les spaces, ben, vous repasserez dès le début du space. Ce que je voulais vous dire aussi à toutes et à tous, ceux qui ne sont pas là, ceux qui écoutent on et ceux qui écoutent off, merci infiniment pour tous vos mots d'anniversaire. Je note que quand je mets ma vraie personne, qui n'est donc pas une IA, euh, j'ai beaucoup plus de vues, ce qui est un peu ridicule, mais ma foi, pourquoi pas. Alors, ce soir, on va voir ce que Zemmour promet contre ce que le droit permet. Donc, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été sur l'annonce du live auquel j'ai répondu. Donc, ces réactions-là, elles ont enrichi ensuite mon script de live. Et ce premier épisode, si vous voulez, il va faire quelque chose. Non, j'ai pas vu. Bonsoir Politrix. Il va faire quelque chose que les médias mainstream ne font pas, à savoir prendre le programme d'Éric Zemmour, mesure par mesure, salut Alex, et le passer au détecteur de vérité juridique. Pas pour défendre une ligne politique, mais et pas pour l'attaquer non plus, pour faire quelque chose de radical et de rare, à savoir regarder si ce qu'il promet est légalement, constitutionnellement, historiquement et économiquement faisable. Dans la mesure aussi, finalement, on est un peu dans le flou vis-à-vis des candidats dans cette future présidentielle, qui est quand même dans un an. Je pense qu'il est temps qu'on prenne chaque programme et qu'on l'enrichisse de notre analyse. Salut, tu seras bienvenue. De manière à ce qu'on puisse avoir une idée assez claire de ce qui est dit. Je rappelle que je suis juriste en droit public et en droit constitutionnel. Je rappelle également que j'ai analysé des programmes politiques pour des gouvernements, que j'ai écrit certains pans pour des candidats, pour des institutions internationales, pour des entreprises du CAC 40 qui veulent anticiper des risques réglementaires. Je vais vous citer les sources à l'écran et chaque argument est vérifiable. Les membres de ma communauté auxquels j'écris auront accès au script du live sur demande. Donc, le programme et chaque argument que je vais évoquer ce soir, bien entendu, est vérifiable. Le programme de Zemmour, c'est un cas d'école. Parce que, à l'intérieur, il y a des mesures qui sont qualifiables d'audacieuses, même parfois brillantes dans leur formulation, mais en grande partie absolument inapplicables dans l'état actuel du droit international, du droit national, européen et international. Et ce qui va rendre ce live différent, je vais vous dire ce qui va fonctionner, ce qui tient, ce qui est très crédible, parce que en fait, il faut avoir une honnêteté intellectuelle des deux côtés, et aussi parce que certains d'entre vous sont intéressés par ce candidat, ce que je respecte parfaitement. Donc, si vous êtes prêts, on y va. On va commencer par le segment 1. Donc, le segment 1 de ce live, c'est une question intellectuelle fondamentale. C'est ce que j'appelle le fameux coup d'état des juges. Parce que j'entends souvent, coucou à BPF, j'entends souvent cette histoire de juges, c'est pas. Et vraiment, le but de mes lives maintenant, c'est d'aller de plus en plus dans la profondeur juridico-politique, de faire de la pédagogie et de qu'on s'éloigne vraiment énormément des autres lives. J'ai donné longtemps la parole à plein de personnes parce que je pensais que c'était bien pour enrichir le débat. Je me rends compte que c'est pas possible. Depuis 5 ans que je suis ici, je vous connais tous les uns et les autres. Je sais qui me suit et qui me soutient. Donc j'aurai toujours une priorité pour ces personnes-là. Et on va essayer un peu de s'éloigner du bruit à côté parce que ça, c'est pas ça qui va nous aider pour la reconstruction du pays et aussi pour comprendre et réfléchir à qui nous allons élire.
n'est-ce pas? Donc avant d'entrer dans les mesures, il faut que je traite une objection, on va dire la plus intelligente qu'on peut me faire. Et elle m'a été soumise par des juristes qui maîtrisent le dossier. L'objection, c'est: vous analysez le programme de Zemmour à travers la hiérarchie des normes actuelles, alors que lui, il la rejette explicitement. Moi, je considère que ça, c'est une objection qui est parfaitement sérieuse et qui s'appuie sur son fameux livre de 97. Et moi, mon vrai sujet, c'est la décision du 16 juillet 1971. En 1958, quand De Gaulle rédige la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel, c'est une institution de contrôle procédural. Coucou Romain. Donc, il vient vérifier que le Parlement n'empiète pas sur le domaine réglementaire du gouvernement. Il n'a pas de vocation à contrôler le fond des lois. Le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel change de nature. Dans la décision dite Liberté d'association numéro 7144 DC, il intègre le préambule de la Constitution de 1958, qui lui-même va renvoyer au préambule de 1946 et à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc désormais, ces textes ont valeur constitutionnelle contraignante. Ce que Éric Zemmour appelle dans son livre Le coup d'état des juges, c'est ça: une décision par laquelle 9 membres non élus ont entendu leurs propres compétences de contrôle en se fondant sur des textes qui n'avaient jamais eu force constitutionnelle directe. Le doyen Vedel, qui est un doyen très connu pour tous les publicistes, lui-même, et qui n'est pas un gauchiste, c'est pour moi le plus grand constitutionnaliste français du XXe siècle. Il l'a dit en termes quasi identiques, qu'il y eut, à l'époque donc, une conspiration juridique au service du contrôle de constitutionnalité. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans les archives. Donc Éric Zemmour, il a raison sur le diagnostic historique. La décision de 1971, c'est un tournant auto-légitimé. Mais son argument s'effondre sous son propre poids. Le problème numéro 1, c'est que le raisonnement du Conseil en 1971, il est absolument pas arbitraire. Il est fondé sur une continuité juridique qui est réelle, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, que le préambule de 1946 reconnaît explicitement, et le Conseil, il n'a pas inventé ces droits. Il a dit qu'il existait déjà, qu'ils existaient déjà, et que son rôle, c'était de les faire respecter. Donc on peut contester la méthode, mais on ne peut pas prétendre que c'est une pure fabrication, puisqu'on est parti de l'existant. Le deuxième problème, et c'est là que ça devient décisif, la décision de 1971, elle a été construite précisément en réaction à l'expérience des années 30-45. La Troisième République avait des droits fondamentaux déclaratifs, sans juge pour les faire respecter. Quel a été le résultat? Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs à Pétain, 569 voix contre 80. Légalement, démocratiquement, avec une majorité parlementaire qui était massive. Le 22 juillet 1940, le gouvernement de Vichy a promulgué la loi de révision des naturalisations accordée depuis 1927, et plus de 15 000 personnes ont été déchues de leur nationalité française, dont 7 000 juifs qui ont été déportés en raison de cette loi. Charles de Gaulle lui-même, mais aussi Mendès France, René Cassin, ont été dénaturalisés par Vichy le 23 juillet 1940. Voilà donc ce que donne une démocratie majoritaire sans garde-fou contre-majoritaire. Le Conseil constitutionnel de 1971 ne sort pas de nulle part. Il sort de cette expérience-là. Troisième problème, et je pense le plus décisif d'un point de vue opérationnel, même si j'admettais que Zemmour veuille et puisse refonder un ordre constitutionnel interne, quoi qu'il arrive, il sera lié par les traités internationaux qui n'existaient pas ou peu en 71, la CEDH dans sa version actuelle avec 47 États membres, les traités européens et la Convention de Genève.
Ces traités ne dépendent pas du bloc de constitutionnalité français, ils existent indépendamment de lui. Et donc si on revient à 71 sur le plan interne, on ne peut pas les effacer. Donc c'est un problème. Quatrième problème sur cette question, l'honnêteté électorale. Si Éric Zemmour croit vraiment en sa thèse de 1997, son programme devrait le dire clairement. Je vais engager une révolution juridique de 15 à 20 ans minimum. Les résultats sur l'immigration ne seront pas visibles avant la fin du quinquennat. Il ne dit jamais ça. Lui, ce qu'il promet, c'est des grands chiffres qui confortent des gens qui sont en stress vis-à-vis de l'immigration. Il promet 100 000 expulsions dès la première année. Comme je l'ai dit en commentaire à la personne qui m'a interrogé, l'intellectuel de 97 et le candidat de 2027, ils viennent alors se contredire frontalement. Et c'est là la vraie question. Pourquoi on promet quand même? Et gardez cette question en tête, parce qu'on y reviendra en conclusion. Alors, tout de suite, dans la première partie, ce qu'on va analyser, c'est ce que j'appelle le cœur du réacteur, et ce qu'on entend sur énormément d'espace, l'immigration. Donc on va prendre le bloc immigration de ce programme et on va analyser mesure par mesure. La mesure numéro 1, qui est une mesure phare, c'est la suppression du droit du sol. Alors, je vais vous parler par niveau juridique. On va dire que la suppression du droit du sol, c'est complexe, mais ça reste faisable sur le droit interne strict, bien que ça va être bloqué par le droit supranational. Et je veux encore vraiment vous le redire, là, il ne s'agit pas d'un positionnement politique, il ne s'agit pas de dézinguer, etc. Il s'agit d'analyser de la faisabilité politico-juridique pour que chacun ait bien conscience. Et on est aux prémices, hein. Il nous faudra encore des éléments. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc on va commencer par être honnête. Contrairement à ce qu'on entend souvent, cette mesure, elle n'est pas techniquement inconstitutionnelle en elle-même. Le Conseil constitutionnel, il l'a dit dans une décision numéro 93-321 du 20 juillet 1993, donc vous mettez toujours DC devant, il y a un raisonnement qui est très précis. La nationalité par le sol, ça n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du bloc de constitutionnalité. On va dire que c'est plutôt une option législative et pas une nécessité constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que le Parlement peut la supprimer par une loi ordinaire. Mais attention, et voici pourquoi à ce moment-là, le raisonnement juridique ne s'arrête pas, voire jamais, faut dire ce qui est, au droit interne seul. On a plusieurs obstacles. Premier obstacle, la CEDH, l'article 8. La Cour de Strasbourg, elle construit depuis les années 90 une jurisprudence qui est extrêmement fournie, qui donne d'ailleurs parfois des décisions ubuesques, sur ce qu'on appelle le droit privé, le droit à la vie privée et familiale des étrangers qui sont établis durablement. Si vous avez par exemple un enfant en France, qui est né en France, qui est scolarisé en France, dont toute la vie est en France, et que vous lui dites « tu n'es plus français », c'est quasiment sûr que vous créez une violation de cet article. Et je vais même vous dire, ça n'est absolument pas une hypothèse, c'est un contentieux qui est ultra documenté dans des dizaines d'arrêts. Donc cette discussion-là, quand vous l'avez en espace et que vous pensez que ça va donner quelque chose finalement de concret dans la vraie vie, non, impossible. Contentieux très fourni. Deuxième obstacle, l'apatridie. La Convention de New York sur les droits de l'enfant de 1990, qui a été ratifiée par la France, elle impose que tout enfant ait une nationalité. Si la France retire la nationalité française à un enfant dont le pays d'origine ne le reconnaît pas, puisque ça, c'est aussi un souci que nous avons, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui ont des régimes différents de transmission de la nationalité, on crée ce qu'on appelle des apatridies de naissance. Une apatridie de naissance est une violation du droit international humanitaire. Deuxième obstacle à cette mesure du droit du sol. Troisième obstacle, c'est un obstacle historique. La seule fois
dans l'histoire de France où l'État a retiré des nationalités à des personnes qui résidaient sur le territoire, c'était la loi du 22 juillet 1940 dont je vous ai parlé en introduction. 15 000 personnes en 4 ans. 1 millier directement déportés du fait de cette loi. Donc l'argument, c'est techniquement faisable, c'est juridiquement exact, mais l'argument, c'est sans précédent historique, c'est historiquement faux, et en réalité, d'un point de vue législatif, même si c'est possible sur droit interne pur, c'est impossible juridiquement à déployer sans sortir de la CEDH et de la Convention de New York. Et historiquement, c'est là aussi pour moi, c'est quand même assez problématique. Le seul exemple et le seul précédent français, c'est Vichy. Est-ce un exemple à donner dans une campagne présidentielle? Je pense que ça n'est pas très intéressant. Donc, première mesure, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver sur le Space, j'ai expliqué, coucou Hicham, j'ai expliqué la semaine dernière que j'allais faire à peu près toutes les 2 semaines en fonction de l'actualité pour mon Space du vendredi, des Space sur les candidats à la présidentielle. Ça n'est absolument pas ça ne sera pas des Space politiques partisans de ma part. Ce seront des spaces qui vraiment ont des visées pédagogiques pour qu'on puisse ensemble vraiment avoir une idée de ce qui est faisable juridiquement et aussi qu'on puisse après en discuter dans différents endroits. Je vous reparlerai de mon mouvement digital. Oui, bonsoir Karl. Très prochainement, puisque ça fera partie de nos travaux de faire des propositions sur ces programmes, sachant que nous sommes au début et que là, Édouard Philippe, François Ruffin, euh, qui d'autre, Raphaël Glucksmann, commencent à avoir de l'argent pour leur campagne. Et donc, mon but à moi, c'est vraiment de rendre intelligible ce qui va être possible pour que vous sachiez ce pourquoi vous risquez de voter. Et donc, on a commencé par le cœur du réacteur pour la première partie, à savoir l'immigration. La première mesure, la suppression du droit du sol. Je viens vous expliquer pourquoi c'était complexe mais faisable et bloqué par rapport au droit interne strict, mais que ça allait être forcément bloqué par le droit supranational. Deuxième mesure de cette partie 1 du bloc immigration, 1 million d'expulsions en 5 ans. Alors, je vous dis tout de suite, cette histoire d'1 million d'expulsions en 5 ans, c'est un mythe. Nous sommes dans de la propagande électorale qui est documentée. Donc, ce chiffre, qui veut faire joli, ne tient pas 30 secondes si on est factuel. Donc moi, j'ai recherché les chiffres. En 2022, la France a exécuté environ, je dis bien environ, 14 000 mesures d'éloignement effectives. Ce ne sont pas des OQTF prononcées, ce sont des mesures effectives. Sur environ 14 000, sur environ 140 000 OQTF prononcés. Donc on a eu un taux d'exécution sur les OQTF de 10%. Éric Zemmour promet 100 000 par an. Ça veut dire qu'il promet 7 fois le maximum historique jamais atteint. Donc vous vous doutez bien que nous allons avoir des problématiques. Problème numéro 1, c'est un problème structurel et juridique. La souveraineté des États tiers. Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un vers un pays qui ne veut pas le reprendre. C'est le droit international public, article 1er. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie refusent massivement de délivrer des laissez-passer consulaires pour des raisons de politique intérieure et bien entendu de rapport de force avec Paris, rapport de force diplomatique. Vous n'avez aucune loi française qui permette de contraindre un État souverain étranger. Et vous n'aurez aucun décret présidentiel pour changer ce fait. Donc ça, c'est la base. Deuxième problème juridique structurel, la fameuse directive retour européenne. Hi Stephen. La directive 2008-115-CE, elle plafonne la rétention administrative à 90 jours maximum. Passé ce délai, c'est la libération obligatoire.
même si le pays d'origine n'a pas délivré de laissez-passer. C'est une contrainte du droit européen directement applicable. Et, spoiler alert, le Parlement français ne peut absolument pas contourner unilatéralement. Donc déjà, vous voyez bien à quel point avec les textes existants, nous sommes contraints. Troisième problème juridique structurel, le droit au recours. Chaque OQTF peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, puis le Conseil d'État, et vous avez l'article 13 de la CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. À cela, ajoutez l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est intégré au bloc de constitutionnalité et qui garantit le droit d'accès à un juge. Vous pouvez accélérer les procédures, c'est légitime, mais à aucun moment vous ne pourrez les supprimer. Et c'est pour ça que vous avez déjà, rien qu'en Île-de-France, certains tribunaux administratifs qui sont engorgés par ces procédures-là et qui font en sorte que d'autres procédures du Quidam français qui n'ont rien à voir avec le droit du sol ou les EQTF sont bloquées et n'aboutissent pas. J'ai plus en tête le nom des tribunaux, mais il y en a plein. Maintenant, on va essayer de se pencher sur du droit comparé pour voir ce qui se passe ailleurs, notamment avec Madame Meloni, donc en Italie. Les partisans de Madame Meloni, enfin de Éric Zemmour, pardon, citent souvent l'Italie de Meloni comme preuve que, ouvrez les guillemets, c'est possible. Encore une fois, ce soir, soyons pédagogiques et regardons les chiffres. Meloni est arrivée au pouvoir en octobre 2022. En 2023, c'est sa première année. 113 500 arrivées irrégulières, le double qu'en 2022. Donc en réalité, elle est en plein ratage. Elle a rectifié le tir en 2024 en misant sur des accords bilatéraux avec la Libye et la Tunisie. Elle a réussi à rapatrier 9000 personnes. La réduction de 60% des arrivées irrégulières en Italie en 2024, elle est donc réelle. Mais ce résultat, il vient de la coopération avec des États tiers sur les flux entrants, pas du tout sur des expulsions massives. Alors que nous, on est à l'inverse. On les a déjà et on ne peut plus les expulser parce que ces États d'où ils viennent n'ont pas d'accord avec nous. Alors que eux, elle, plutôt pour rattraper le tir de sa première année d'échec, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un accord avant même qu'ils arrivent. Et je vais vous dire, malgré ça, à aucun moment, Madame Meloni n'atteint 100 000 expulsions par an. Les tribunaux italiens eux-mêmes ont bloqué son accord avec l'Albanie 3 fois. Et l'appel a été renvoyé à la CJUE, le droit à résister. Même en Italie, même avec une volonté politique réelle. Et quand vous venez me parler des juges, en me disant que les juges sont le problème, absolument pas. Vous avez des citoyens qui se forment en association, qui accompagnent les migrants et qui donc utilisent l'arsenal juridique existant dans notre pays pour arriver à des fins d'intégration de ces populations. Et donc ça n'est ni le droit ni le juge, c'est simplement des citoyens qui ont décidé d'accompagner ces personnes et de les intégrer au pays, malgré la volonté d'autres que ça ne soit pas fait. Coucou Romain, j'espère que tu vas bien. On a vu l'Italie, moi je vais vous donner un autre exemple, celui du Danemark. Le Danemark, il est souvent cité comme un espèce de modèle ultime. En fait, vous avez 20 ans de résultats de politique ultra restrictive. C'est pour ça que j'ai répondu à plusieurs d'entre vous qui m'ont interrogé en commentaire sur mes threads. Aujourd'hui, même si Zemmour voulait arriver à ses fins, ça prendrait entre 15 et 20 ans et il faudrait que ce soit extrêmement cadré. Et clairement, enfin, ce qui est dit sur cet espace digital est une chose, ce qui se passe dans la réalité dans notre pays est tout autre. Donc, en 2024, vous avez seulement 1656 demandes d'asile qui ont été déposées. En 2024, 1656. En 2015, c'était 21 000.
Donc on est passé de 21 000 à 1656 en 10 ans, ce qui est plutôt spectaculaire. Mais je vais vous expliquer la méthode. La méthode n'a absolument pas été de faire comme ce que M. Zemmour demande, 100 000 expulsions. En réalité, il y a un environnement qui a été rendu volontairement difficile pour décourager les arrivées et provoquer même des départs volontaires. La stratégie que le Danemark lui-même appelle aussi intolérable que possible, sans franchir la ligne des droits fondamentaux. Et le Danemark n'est absolument pas sorti de la Convention de Genève, il n'a absolument pas rompu avec la MDPH, pardon, la CEDH, il a travaillé dans le droit, en le poussant à ses limites, même dans le droit. Et ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'avais déjà expliqué que moi, comme d'autres, je sais ce que c'est que d'être payé à démerder des situations indémerdables et surtout être borderline. C'est souvent le cas des cabinets conseils d'ailleurs. C'est-à-dire que vous ne franchissez pas la ligne de l'illégalité, pour autant que la situation est plutôt ubuesque. Mais vous êtes sans sentiment, puisque finalement, alors c'est pas ce que j'ai fait moi, mais sans sentiment dans le sens où pour arriver à ce genre de situation, voilà, il vaut mieux ne fermer les yeux, quoi. Bon, ça c'est l'exemple du Danemark. Maintenant, vous m'avez opposé l'argument Trump. Trump, en 2019, c'est 226 000 expulsions au pic. Ah, je comprends, hein, ça a l'air impressionnant, hein. Mais la réalité, c'est que il y a une frontière terrestre qui est directe avec le Mexique. Il y a des accords bilatéraux spécifiques. Il y a des centres de détention à plusieurs milliards de dollars. Et surtout, un système juridique fédéral qui est totalement différent. Et je vais vous dire, même Trump n'a pas multiplié ces chiffres par 7. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté, mais il n'a pas décuplé. Et donc, quand vous voyez les chiffres, que vous vous dites, ah oui, on va virer tout le monde parce que vous avez l'impression que l'étranger, c'est la solution de tous vos maux, vous vous trompez. Et je viens de vous débunker tous les chiffres pour que vous compreniez. Maintenant, on va parler de la diplomatie. Parce que là, il y a eu des accords bilatéraux, donc on est en plein dedans. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a certains leviers diplomatiques qui existent et qui sont sous-utilisés. Ça, je vous l'accorde. Par exemple, vous m'avez dit, on va bloquer les visas touristiques. C'est possible, mais c'est partiel, tout simplement parce que vous êtes dans Schengen. On va supprimer l'aide au développement. C'est faisable, mais en réalité, c'est pas réellement efficace. C'est analysé comme tel par énormément de spécialistes. Le Maroc et l'Algérie ont des économies qui sont trop autonomes pour plier sur cette base. Alors je sais qu'on aime beaucoup décrier et dénigrer ces pays, mais la réalité c'est que ces pays vivent plutôt bien et qu'ils n'ont pas décidé de plier aux demandes de la France. Vous m'avez parlé des transferts de Western Union. Alors moi je vais vous expliquer leur illégalité. Et pour ceux qui savent, dans ce que j'ai travaillé auprès d'Arnaud Montebourg, quand il s'est présenté à la précédente présidentielle, cette histoire de Western Union, c'est ce qui a fait qu'il a quitté, ça a été un scandale, et ce qu'il a quitté la candidature. En réalité, pour les transferts Western Union, excusez-moi, vous avez l'article 65 du TFUE qui prévoit des exceptions pour ordre public et lutte contre le blanchiment. Vous avez la jurisprudence de la CJE de puissance Delera de 1995 qui les admet. Mais il faut qu'il y ait véritablement une condition très stricte de proportionnalité. Ça veut dire que si on cible tous les transferts vers le Maghreb, donc on prend une mesure générale par pays, finalement ce qu'on fait, et ça sera assimilé comme tel, on fait de la discrimination par nationalité. Et ça ne sera absolument pas validé par la CJE. Donc est-ce qu'on a un levier réel sur des flux suspects et tracés? On en a, ça peut. Est-ce que on va faire un blocage général? Non. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Ces leviers-là, ils pourraient améliorer le taux d'exécution des OQTF de 10% vers les 20-25, je pense. Donc, il y a une utilité, mais ça n'est pas le programme de Zemmour.
Zemmour dit « je multiplie par 7 ». C'est deux choses différentes. Et une chose très importante sur ce 100 000, dont on ne vous parle pas non plus, c'est le coût. La Cour des comptes pointe 15 000 € par reconduite effective. Par reconduite effective. Donc qu'est-ce que ça fait 100 000 reconduites? Ça fait 1,5 milliard d'euros par an. Juste pour les expulsions. Sans les contentieux, sans les appels, sans les indemnisations, etc., etc. Ça veut dire que ce chiffre de 1 million, de 100 000, etc., etc., c'est mathématiquement, juridiquement, diplomatiquement, c'est non. C'est impossible. Et M. Zemmour le sait parfaitement. La vraie question, c'est de savoir pourquoi il le dit quand même. Et ce sera une question que vous vous poserez si vous êtes amené à écouter ces partisans. Et vous leur poserez également, puisqu'on a pas mal de space de zémouristes sur cette application. Donc on a fait la mesure de 1 million d'expulsions en 5 ans. Impossible. On a fait la mesure numéro 1, suppression du droit du sol, dans le bloc donc immigration. Et maintenant, on va passer à la mesure numéro 3, toujours dans le programme, le droit d'asile limité à 100 personnes par an. Je rappelle que j'ai fait des spaces sur les programmes politiques des candidats à la présidentielle 2027, que l'analyse est juridico-politique, qu'elle est faite sans aucune notion partisane, juste à des fins de pédagogie, et que nous puissions en discuter ensemble le cas échéant. Donc reprenons cette troisième mesure, le droit d'asile limité à 100 personnes par an. De mon analyse, on a un doublement inconstitutionnel et on est contraire au droit international. Je vais vous expliquer. Et je vais être hyper précise et directe. D'abord, on se prend la première couche, le droit constitutionnel interne, le nôtre. Donc le droit d'asile, chez nous, ça a valeur constitutionnelle. C'est inscrit dans le préambule de la Constitution de 46, c'est intégré au bloc de constitutionnalité depuis 1971 de manière très précise, alinéa 4, double point, ouvrez les guillemets, tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas le supprimer par une loi ordinaire. Il faudrait réviser la Constitution, et pour réviser la Constitution, vous avez besoin des 3/5 du Congrès ou d'un référendum. Donc, contraire au droit constitutionnel interne. Deuxième couche, notre fameuse Convention de Genève de 1951. Cette convention oblige les États signataires à examiner toute demande d'asile qui serait déposée sur son territoire. Leur territoire plutôt. Donc pas à 100 mètres des frontières, pas dans un pays tiers, sur le territoire. Et ça, c'est un engagement d'État souverain à souverain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas le contourner par décret. Deuxième inconstitutionnalité. Troisième couche, on va s'intéresser à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez un arrêt qui s'appelle Hirsi-Jama contre Italie, Grande Chambre, 23 février 2012, qui est l'arrêt de référence. Donc l'Italie avait mis en place des refoulements en haute mer. Donc ils interceptaient les migrants et les renvoyaient directement vers la Libye sans examiner les demandes. La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour violation des articles 3, traitement inhumain pour risque de persécution en Libye, article 13, absence de recours effectif, et 4 du protocole 4 sur les expulsions collectives. Dans cet arrêt, chaque requérant reçoit 15 000 € de dommages moraux. Et en plus, il va venir poser un principe fondamental. La Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent de manière extraterritoriale, donc on n'est plus sur le territoire, dès lors qu'un État exerce sa juridiction, même en haute mer. Et donc vous ne pouvez pas contourner vos obligations en déplaçant géographiquement le contrôle.
C'est pas parce que vous allez en haute mer leur faire barrage et les renvoyer de l'autre côté que ça marche. Et l'accord Italie-Albanie de Meloni, donc traiter les demandes hors du territoire européen, a été bloqué 3 fois, comme je vous l'ai dit précédemment, par les tribunaux italiens qui ont renvoyé l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne. En 2025, la Cour de justice de l'Union européenne n'avait toujours pas validé ce mécanisme dans sa forme initiale. Donc je vous vois venir, comme vous me l'avez dit en commentaire, les juges rouges. Les juges rouges qui interpréteraient trop généreusement la Convention. D'abord, je tiens quand même à rappeler que quand vous critiquez le juge, et que vous estimez que le juge, en fait, qui est censé être indépendant et autonome, et qui vous protège, quand vous passez votre temps à les critiquer, en gros à dire que ce sont des gauchistes qui veulent accueillir toute la planète, vous mettez en danger vos propres droits. Mais je ferai un space spécifique sur les juges, parce que je pense que c'est important. Je vous le dis tout de suite, la Convention de Genève, elle est interprétée de manière identique par les juridictions de Hongrie, du Danemark, de l'Allemagne, des pays, et c'est pour ça que je les ai choisis, dont vous ne pouvez absolument pas dire que vous avez des juges militants de gauche. Il n'y a pas de gauchistes là-bas. Et donc, ces pays-là arrivent aux mêmes conclusions parce que le texte est ce qu'il est. Et aucun de ces pays, même pas Orban, après 15 ans de bras de fer avec Bruxelles, n'est sorti de la Convention de Genève. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût diplomatique et géopolitique réel. Donc quand vous voulez me parler du droit d'asile limité à 100 personnes par an, qui plaît beaucoup et vous jouez avec dans vos spaces et comme ça fait du follower, la réalité c'est que c'est triplement bloqué par le droit constitutionnel interne, par la Convention de Genève et par la jurisprudence de la CEDH. Et donc c'est inapplicable, sauf révolution juridique interne et dénonciation des traités internationaux majeurs. Jamais, même au pouvoir, ils ne le feront. Même si vous avez l'impression qu'on vous vend la fin de l'immigration, ça n'y arrivera jamais. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'accès au pouvoir, ce qui peut être OK, et derrière, ils sont tellement bloqués juridiquement que c'est juste inapplicable. Inapplicable. Donc vous m'excusez 1 minute, je prends juste 2 secondes pour boire un peu d'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter en auditeur. Je vais encore être accusée de faire un monologue, les amis, mais bon, c'est pas très grave. On est toujours dans notre bloc immigration. Maintenant, on va voir la mesure 4. Celle-là, je l'aime bien aussi. La suppression des aides sociales, 20 milliards d'économies. Alors, je vais vous dire que c'est partiellement faisable. Oui, partiellement faisable. Mais pour autant, ce chiffre est profondément inexact. Même malhonnête. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui est possible. On peut conditionner certaines aides à une durée de résidence légale. On a des pays en Europe qui le font. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même, il a admis que des critères de résidence pouvaient moduler certaines prestations qui étaient pas contributives. Et là, vous êtes dans le pur droit. Maintenant, qu'est-ce qui est impossible? Une fois encore, on a l'article 14 de la CEDH qui interdit la discrimination, dans l'accès aux droits fondamentaux. Donc les résidents légaux en France, ils ont une protection juridique forte. Cette protection juridique forte est renforcée par les cotisations sociales qu'ils ont eux-mêmes versées, ces cotisations créant des droits acquis que l'État ne peut pas effacer unilatéralement sans indemnisation. C'est pervers. Donc, quand on parle de 20 milliards, et là on cite l'Institut Montaigne dit 9,5 milliards dans le meilleur des cas. Et vous avez certains postes de chiffrage qui sont discutables. Les EHPAD notamment, et la prime rurale, honnêtement, c'est vraiment surestimé.
Parce que même en corrigeant ces postes, l'écart avec les 20 milliards, il est massif. Donc là, c'est de la pure propagande électoraliste. Complètement débunké juridiquement, parce qu'infaisable. Dernière mesure avant notre deuxième partie, nous sommes dans la partie immigration. Réinstallation, mesure numéro 5, réinstallation du délit de séjour irrégulier qui a donc été supprimé en 2012. Est-ce qu'on peut le réinstaller? D'un point de vue législatif, oui, le Parlement peut voter ce texte. Sauf que la directive retour européenne, donc 2008/115/CE, elle impose que la réponse prioritaire au séjour irrégulier soit le retour, pas l'emprisonnement. Et notre Cour de justice de l'Union européenne est venue dans 2 arrêts le dire explicitement. Vous avez un arrêt de 2011 El Dridi et vous en avez un second Achoukbagbian. Ceux qui auront le script verront le nom. La criminalisation du séjour irrégulier est incompatible avec la directive recours si elle fait obstacle à l'éloignement effectif. Donc oui, la loi peut être votée. Mhm. Je vous passe le débat sur la majorité, mais quoi qu'il arrive, elle va être neutralisée par la CJUE dans ses effets pratiques. Donc c'est votable, mais c'est inapplicable dans la forme qui est promise sans sortir du droit européen et donc sans être éjecté par la CJUE. Et oui, oups. Donc on a fini cette première partie de mesures du programme de Monsieur Éric Zemmour. Et on a vu que quasiment rien n'était faisable juridiquement et qu'il y avait même des petits gros mensonges sur les chiffres. Mesure numéro 1, suppression du droit des sols, bloqué par le droit supranational et complexe sur le droit interne. Numéro 2, 1 million d'expulsions en 5 ans, le grand mythe. Ça, on est vraiment dans de la propagande électorale. Numéro 3, droit d'asile limité à 100 personnes par an, doublement inconstitutionnel et contraire au droit international. Numéro 4, suppression des aides sociales, faisable, mais inexact sur le chiffre et bloqué par la CEDH. Et enfin, mesure numéro 5, réinstallation du délit de séjour irrégulier, supprimé en 2012, votable, mais torpillable par la CJUE en 2 coups de cuillère à peau. Donc en fait, votre grand pan immigration dont vous parlez en long, large et travers dans vos espaces est débunké en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure, si on parle droit. Donc à ce moment-là, parce que là, on va parler de la partie économique, de ce qui a été proposé. Si je viens de vous démontrer que tout le pan immigration, c'est du vent, pourquoi vous ne discutez pas des autres choses? Parce que vous avez une obsession de l'étranger qui vient vous causer des problèmes. J'entends, mais la réalité, c'est que Monsieur Zemmour ne vous offre aucune solution viable. Voilà. Maintenant, on va faire la partie 2. Ah, il y a Mauben qui veut parler. Ça va me faire une petite pause. Mhm. Alors, est-ce qu'il est là? Salut Mauben, tu peux prendre la parole. Salut Lilou, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce space sur cette partie-là. Moi, j'avais juste une petite question, parce que je suis un petit peu novice en termes de droit constitutionnel et plus généralement en termes juridiques. C'est notamment quand tu avais évoqué en introduction, si ma mémoire est bonne, dont je reprends mes notes, lorsque tu avais évoqué la CEDH, si je me trompe pas, la Convention de Genève et les garde-fous. Est-ce que, si par exemple il y a un politicien qui souhaite mettre en une mesure, faire voter une loi pendant son mandat, et que cette loi serait contraire au droit supranational, entre guillemets, donc CEDH, etc., est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous qui sont, on va dire, internes à l'État, par exemple au Conseil constitutionnel, ou est-ce que c'est vraiment, il faut attendre de se faire retoquer par ces institutions supranationales? Ouais, je ne sais pas si j'ai été clair au niveau de la question, mais voilà.
Merci beaucoup. Donc en fait, toi, ce que tu veux savoir, est-ce que finalement, il faut à chaque fois attendre qu'il y ait une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir si une loi est contraire ou pour que ça soit supprimé? Ben, la réponse, c'est non. Tout à fait. Ah oui. OK. En fait, ça peut déjà être fait en interne puisque quoi qu'il arrive, lorsque les textes sont écrits, d'abord, on a une application directe dans notre pays, du droit européen. Et les juges savent que de toute façon, ils vont devoir appliquer la norme européenne, malheureusement ou heureusement, en fonction des Frexiteurs, avant la loi nationale. Donc une loi qui, dans le texte, est déjà contraire, elle sera jamais promulguée. Jamais. Ça veut dire que ces choses juridiques en termes, au niveau CEDH et cetera, sont déjà pris en compte Normalement, oui. dans l'exercice. OK, Mais d'accord. Bon, alors, c'était pour être parfaitement honnête, je vais essayer d'expliquer ça de façon claire. Alors, et d'ailleurs, c'est tout à fait ce que Zemmour ne dit pas à ses électeurs. Donc, on a des garde-fous, puisque tu veux les garde-fous, je vais te les donner. Dans l'État français, en effet, enfin, il y a un ordre chronologique. Le premier, c'est le Conseil d'État. Donc, c'est avant même le vote. Quand il y a un projet de loi gouvernemental, c'est toujours soumis au Conseil d'État pour son avis préalable. C'est l'article 39 de la Constitution. Donc le Conseil d'État va dire est-ce que c'est conforme le texte avec le droit supranational. C'est ce que je te disais par rapport au texte. Et même avant, les juristes qui l'écrivent, ils vont faire en sorte que ce soit conforme. Cet avis-là, il est consultatif. Ça veut dire que le gouvernement peut dire j'en ai rien à faire. Mais il est rendu public depuis 2015. Et si cet avis conclut à l'incompatibilité du droit européen avec le droit européen ou la CEDH, donc ce que je te disais, on va dire plus trivialement, c'est un signal politique et juridique majeur qui fragilise politiquement le texte avant même son dépôt. C'est un peu ce qui s'est passé avec la loi Yadan, qui a été fragilisée par l'avis du Conseil d'État et qui a donc été modifiée par le groupe de travail de l'Assemblée nationale et qui l'a un peu vidé de sa substance, même si tout le monde s'est un peu surexcité dessus. Donc ça, c'est le premier Conseil d'État, premier garde-fou, avant le vote. Deuxième garde-fou, forcément, le Conseil constitutionnel, lui, il vient après le vote, mais avant la promulgation. Donc lui, c'est pas le 39 de la Constitution, c'est le 61. Avant la promulgation, une loi peut être déférée au cons par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées ou 60 députés, 60 sénateurs. Il y a une décision qui est très importante, c'est la décision IVG du 15 janvier 1975. Le cons a dit oh, moi je suis incompétent pour contrôler cette conformité par rapport aux traités internationaux, c'est ce qu'on appelle la loi écran. Et donc, ce qui contrôle, c'est que la constitutionnalité stricte. Mais là, ce qui est fondamental, c'est de voir que si la loi, elle viole un droit qui est garanti par le bloc de constitutionnalité, le préambule de 46, la DDHC de 1789, on peut la censurer pour inconstitutionnalité. Et beaucoup des droits qui sont garantis par la CEDH ou les traités européens ont un équivalent constitutionnel interne. Le droit d'asile, la liberté personnelle, le droit au recours, tous ont une double protection. Une protection constitutionnelle et une protection supranationale. Qu'est-ce que ça donne en fait en pratique? Ça veut dire qu'une loi qui est contraire à la CEDH, elle a de très fortes chances d'être aussi contraire au bloc de constitutionnalité. Et le cons, il peut la censurer sans même avoir à se prononcer sur le droit supranational. Deuxième garde-fou. Troisième garde-fou, la QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Donc la loi est promulguée et on est en permanence. Il y a une réforme en 2008 et ça a donné l'article 61-1 dans la Constitution. Tout citoyen, donc vous, moi, à l'occasion d'un litige, peut soulever ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité contre une loi en vigueur. Si le juge constitutionnel juge la loi inconstitutionnelle, il l'abroge. Et ça peut avoir un effet immédiat comme un effet différé. Ça, c'est un verrou ultra puissant, même le plus puissant, voire le plus diffus, parce que une loi qui passe en force peut être détruite 2 ans juste par un simple justiciable. Donc ceux qui voudront poser des questions prioritaires de constitutionnalité sur la loi Yadan qui sera probablement promulguée cet été, je vous y invite. Quatrième garde-fou, il y en a 6 en tout. Bien entendu, dès l'application de la loi, le juge administratif. Là, c'est le Conseil d'État en formation contentieuse qui va venir appliquer directement le droit supranational. Et là, c'est la jurisprudence aussi très connue comme IVG, c'est les bases du droit public pour les juristes. C'est la jurisprudence Nicolo de 1989, 20 octobre. Le juge administratif contrôle la conformité d'une loi aux traités internationaux et est
écarte la loi si elle est contraire, ce qui veut dire qu'on écarte nos lois nationales au profit de droit international et européen, ce qui rend dingue les constitutionnalistes français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Même si une loi inconventionnelle est promulguée, donc inconventionnelle qui n'est pas inconstitutionnelle, c'est inconventionnel par rapport aux conventions internationales, et elle entre en vigueur, un préfet qui l'applique, un ministère qui l'exécute, une administration qui s'en prévaut, ça peut être annulé par le TA. Et la loi, elle existe sur le papier, mais elle peut pas être appliquée. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Meloni, en fait. Les tribunaux italiens face au décret de Meloni sur l'Albanie, la loi elle a été évoquée, elle a été votée, et le juge a bloqué. Voilà. Le cinquième, malgré tout, c'est le juge judiciaire, parce que vous avez le juge administratif qui va venir par rapport à l'administration, au ministère, aux institutions, mais vous avez le juge judiciaire pour les droits individuels, la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, elle applique le même contrôle de conventionnalité depuis la jurisprudence Jacques Vabre de 75, qui est antérieure à Nicolo. Jacques Vabre, c'est pareil, c'est une jurisprudence basique pour les juristes en droit public. Un individu dont les droits sont violés par une loi contraire à la CEDH peut l'invoquer devant n'importe quelle juridiction civile ou pénale, et le juge va écarter la loi et appliquer la convention directement. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est des choses qui font partie des formations juridiques à la fac de droit. C'est juste, là, c'est le squelette de base. Et souvent, les étudiants ont du mal, loi écran, convention, constitution, c'est hyper complexe comme ça. Mais une fois qu'on le pratique, ça passe. Sixième garde-fou dernier, nos deux amis, dont je vous parle depuis tout à l'heure, la CJE et la CEDH. Et là, vous avez des recours externes, mais qui sont déclenchés par des acteurs internes. Donc une fois les voies internes qui sont épuisées, ça veut dire je suis allé jusqu'au Conseil d'État, je suis allé jusqu'à la Cour de casse, ou en parallèle, parce que c'est possible dans certains cas, tout individu peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et la France a été condamnée des centaines de fois. Parce que, et ces condamnations-là, en fait, parce que bon, elles respectaient pas, mais ces condamnations-là, elles ont produit des indemnisations contraignantes que vous et moi avons payées, et aussi une pression diplomatique. La CJUE, elle peut tout à fait être saisie par un juge national via le renvoi préjudiciel de l'article 267 du TFUE. C'est ce qu'ont fait les tribunaux italiens dans l'affaire des migrants qui étaient détenus en Albanie. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ce blablabla juridico-légal, politico-truc? Un politicien, on va dire, qui va faire voter une loi contraire au droit supranational, il va se heurter à cette séquence. Avis défavorable du Conseil d'État, fragilisation politique avant le vote, saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition, censure possible avant promulgation. Promulgation malgré tout, la loi existe mais inapplicable parce que les juges administratifs et judiciaires l'écartent au cas par cas. QPC, question prioritaire de constitutionnalité, abrogation possible à tout moment par n'importe quel justiciable. Condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, indemnisation et pression diplomatique continue. Donc il n'y a pas un garde-fou, il y en a 6 qui vont s'activer à des stades différents, avec des acteurs différents, qui se renforcent mutuellement. Et c'est pour ça que l'argument de la volonté politique qu'on m'a sorti, et que j'avais moi-même dit dans plein de space, à savoir qu'il manquait un peu de volonté politique dans l'application de certaines mesures dans notre pays, il est insuffisant, parce que en fait, la volonté politique, elle permet de voter la loi. Elle ne permet pas de l'appliquer s'il y a 6 verrous juridiques qui sont distincts qui vont la bloquer. Donc pour contourner l'ensemble du système, il faudrait sortir de la CEDH, sortir des traités européens, réviser la Constitution pour supprimer le contrôle de constitutionnalité, supprimer la QPC, réformer le statut et l'indépendance du Conseil d'État de la Cour de cassation, C'est une révolution institutionnelle totale. Une révolution comme ça prend des décennies. Et ça, Monsieur Zemmour, il ne le dit pas. Et c'est le mensonge central de son programme. Le number one. Et vous pensez bien, parce que c'est joli, dans les spaces, vous vous surexcitez les uns les autres, c'est joli. Mais en réalité, il faudrait que ce soit un travail de longue haleine. Il faudrait des mesures faisables juridiquement plus courtes. Et vous êtes tenus par le droit. Et vos histoires de juges, ça ne veut rien dire du tout. Je vous ai donné des exemples de pays, vous avez des juges hyper stricts qui le font quand même. Et je vais vous dire, nous en plus en France, j'avais écrit un article là-dessus, mais encore une fois, ce que j'écris n'est pas lu, parce que je pense que c'est trop ennuyeux. Il y a un mouvement qui considère que les juges du Conseil d'État, ils sont les petits toutous de la Cour européenne et de la Cour de justice. Et j'en fais partie.
Parce que les juges de la Cour de cassation, ils ont tendance à dire aux juges européens, oh, tu te calmes, tu vas pas nous dire quoi faire. Et moi, je suis une puriste. Pour moi, comme on est dans notre pays, la séparation des pouvoirs, personne ne peut toucher aux juges. C'est ce qui nous garantit à nous nos droits. Donc quand j'ai la Cour européenne des droits de l'homme ou la CJUE qui vient avec leurs arrêts me parler de mon pays et de dire ce que les juges de notre pays doivent dire, j'ai un peu tendance à dire, pardon, pardon. Et du coup, de voir les juges du Conseil d'État être complètement, à vraiment appliquer strictement ce qu'on leur demande, je vais vous remettre l'article, par rapport aux juges de la Cour de cassation, c'est juste ubuesque, si vous voulez. Et il y avait eu une décision une décision de, trop mignon le petit chat, Kathleen. Il y avait eu une décision qui avait fait jurisprudence au niveau européen, qui était une forme en fait de comment ça s'appelle vous savez, de régime disciplinaire quelque part pour le juge français. Et ça m'avait fort déplu, mais ma foi, ça n'avait pas été beaucoup évoqué. Voilà. C'est un article du 27... c'est en 2024 que je l'ai écrit. Voilà. 27 septembre 2024, l'Europe instaure un régime disciplinaire pour les juges français. L'impact de l'arrêt CJU 792-22. Voilà, et en fait, ça vous a pas trop intéressé. C'est pas grave, hein. Mais la réalité, c'est que là, vous avez exactement ce dont on est en train de parler. Je vais essayer de vous le remettre dans Space. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu de quoi ça parle. Tac, hop, voilà. Alors j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Très clair et très complet. Merci beaucoup, en tout Voilà. cas, c'est sympa. Mais je t'en prie. Alors voilà, je vous l'ai remis. Je vais voir si je peux le mettre en top space. Non, je sais même pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Attendez, je vais regarder dans mon truc. Oh là là, c'est space, c'est pas possible, hein. Ça bug tout le temps. Bougez pas. Je peux pas le mettre en top space? Ah, tout déconne. Ah si, là je peux le mettre. Voilà, je vous l'ai mis en pin. Et donc, si vous voulez aller lire cet article, je vous en prie. Ça vous en apprendra encore un peu plus et ça correspond à ce dont on parle ce soir. Donc, je te remercie pour ta question. Et nous, on va continuer, on va faire notre volet économique. Je demande juste une seconde parce que j'ai un branchement où j'entends pas d'un côté. Ok, vous m'entendez? Tu m'entends, Maubel? Ouais, super. Donc on a fait notre volet immigration, super. Maintenant, on passe à la partie économique. Ça, c'est pas mal non plus. Donc on va refaire la même chose pour la partie économique. On va y aller mesure par mesure. Donc la première mesure, ou la mesure numéro 6 par rapport à toutes celles que j'ai étudiées, c'est ce que j'appelle l'équilibre budgétaire fictif, les fameuses 65 milliards d'économies. Monsieur Zemmour, il annonce un programme en équilibre, voire un léger excédent, avec 60 milliards de dépenses, 65 milliards d'économies. C'est vraiment élégant et c'est ultra vendeur. Sauf que l'Institut Montaigne, il a fait le vrai calcul. Et le vrai calcul, c'est plus 145,8 milliards de déficit supplémentaire par an. Ah. Du coup, moi, je suis obligée d'être honnête. D'accord? Il y a certains postes de chiffrage de l'Institut Montaigne que je trouve contestables. Le quotient familial. Il y a une estimation de l'Institut Montaigne qui dépend de la distribution des revenus des foyers concernés et donc une hypothèse différente sur la concentration des bénéficiaires peut changer les chiffres. Et ça, vraiment, il y a un souci de méthode. Ma deuxième critique sur la critique de l'Institut Montaigne, c'est la prime zéro charge, parce que la prime zéro charge, elle coûte rien à l'État si elle ne cannibalise pas les salaires qui existent. Sauf que l'Institut Montaigne, lui, il établit une hypothèse qui dit que les employeurs substitueront la prime aux augmentations salariales et ainsi réduiront les cotisations. C'est pas absurde, mais franchement, c'est hyper discutable. Troisième critique pour ma part, par rapport au positionnement de l'Institut Montaigne, les EHPAD et la prime rurale dont je vous ai parlé tout à l'heure, vraisemblablement aussi c'est pareil, c'est surestimé, mais en réalité voilà ce que ça change. Même si on réduit la moitié de toutes les estimations qui sont contestées, l'écart entre les 65 milliards d'économies qui sont annoncées par Monsieur Zemmour et les dépenses réelles, c'est toujours de 60 à 80 milliards. Il n'y a pas 5 milliards, il y a 60 ou 80 milliards entre les deux, en fonction de la méthodologie de calcul. Donc il n'y a absolument pas d'équilibre et les ajustements, ils sont marginaux. Et pourquoi? Parce que en fait, il y a des baisses d'impôts qui sont massives. Il y a 28 milliards sur les impôts de production notamment.
qu'il comptabilise comme des investissements autofinancés par la croissance dynamique. Enfin, c'est une hypothèse de modèle, c'est pas un chiffre comptable. Vous n'avez aucun modèle économique indépendant qui vient valider ça sur un quinquennat. Les économies qui vous sont annoncées, elles sont largement fictives. Les 20 milliards sur les aides aux étrangers, moi je dis 9,5. Les 15 milliards sur les collectivités locales, bon alors là, la Constitution, elle les piège, et j'en reparlerai. Les 5 milliards de lutte contre la fraude, franchement, ça fait 30 ans que chaque gouvernement nous parle de ça et ça marche jamais. Donc même si j'accorde toutes les corrections possibles au chiffrage de l'Institut Montaigne, le programme économique, c'est un programme à déficit supplémentaire massif, alors que nous, on a déjà un déficit structurel de 5 à 6% du PIB. Donc à partir de là, it's not possible. Marche pas. Mesure numéro 7. Ah, ça, vous aimez bien. On va baisser les impôts de production de 30 milliards. Bon, alors, admettons, on a une intention qui est réelle et qui est légitime. Nous, la France, n'est-ce pas, on a les impôts de production les plus élevés d'Europe, parmi. Et c'est un problème de compétitivité industrielle qui est reconnu par les économistes de tous les bords. Mais on a 2 problèmes de mise en œuvre avec notre programme. D'abord, le financement. Monsieur Zemmour, il veut baisser 30 milliards de recettes. Mais pour baisser, faut compenser. Sauf qu'il ne le fait pas. Lui, ce qu'il compte, c'est l'effet de ruissellement non garanti sur 5 ans. Ben non, on veut de la compensation. Pas l'effet de ruissellement. Et certainement pas glissant sur le quinquennat. Et par ailleurs, notre ami fantôme que vous adorez tous, le droit européen, est de retour. Vous avez certains dispositifs de réduction fiscale sectorielle qui vont être qualifiés d'aide d'État par la Commission. Et oui, parce que c'est un veto qui est automatique. Enfin, ah non, je vais pas dire ça. Ça n'est pas un veto automatique, c'est une contrainte procédurale réelle qui ralentit et limite. Donc si je suis parfaitement honnête, il a un objectif légitime, limité oui, mais en fait, c'est pas financé en fait. Et en plus, vous avez des contraintes européennes et elles sont ultra minimisées par Monsieur Zemmour. Donc non. Il n'y a pas d'équilibre budgétaire, il est fictif, et il n'y aura pas de baisse des impôts de production de 30 milliards. Ça n'existe pas. Mesure numéro 8. On est dans la partie 2, après immigration, économie. Il nous parle de réduction de 15 milliards de budget des collectivités. On a une révision constitutionnelle qui date de 2003, on a un article 72-2 de la Constitution qui dit « Tout transfert de compétences s'accompagne des ressources équivalentes ». Donc on va pas couper 15 milliards aux collectivités sans leur retirer des compétences. Et si on leur retire des compétences, à ce moment-là, il va falloir reprendre les dépenses au niveau de l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gain net, il est nul. Ah, il est quasi nul. Voilà. Donc, réduire de 15 milliards le budget des collectivités, constitutionnellement, c'est piégé et techniquement, c'est infaisable dans la forme qui est annoncée par le programme de Monsieur Zemmour. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit. Donc, pareil, on continue. Partie 1, immigration, quasiment infaisable, sur peut-être une mesure et encore. Partie 2, économie, infaisable. Infaisable. Il n'y a pas de 15 milliards sur le budget des collectivités, il n'y aura pas de baisse d'impôts de 30 milliards, et les 65 milliards d'économies, c'est du vent. Ça n'existe pas. Alors, on a vu les 2 points les plus importants. Maintenant, on va parler des institutions et de ce fameux scénario gaulois dont vous m'avez tenu dans mes écritures ce matin. Donc, on va faire un premier segment où on va parler du Conseil d'État. Et là, on va revenir sur ce que j'appelle un malentendu structurel. Je dois faire un point technique parce qu'il faut que je clarifie, parce que ça revient tout le temps dans le débat. Le Conseil d'État ne rend qu'un avis consultatif. Le gouvernement peut passer outre. Avec les garde-fous dont j'ai parlé avec Maubel, je vous en ai parlé. Le Conseil d'État, il a 2 visages. Quand il est en formation consultative, il conseille. Quand il est en formation contentieuse, il juge. Et le juge administratif, il est contraignant. Il annule, il suspend, condamne l'État à réparer. Si on ajoute la question prioritaire de constitutionnalité dont je vous ai parlé de 2008, depuis la réforme constitutionnelle de Sarkozy, vous, moi, tout citoyen,
on peut saisir le Conseil constitutionnel via cette question prioritaire de constitutionnalité contre n'importe quelle loi en vigueur, comme je viens de vous expliquer. Le contrôle, il est plus ponctuel, il est a priori là. Il est permanent, diffus, ouvert à tous. Et ça, c'est un verrou que 1971 n'avait pas. Du coup, le fameux coup de force gaulien, il est beaucoup plus difficile à tenir dans la durée. Et donc, le côté il rend un avis consultatif, le gouvernement peut passer outre, ok, pour les avis préalables sur les projets de loi. Ça, oui. Le reste, rien du tout. Et en QPC, c'est pire que tout. Autre mesure, référendum obligatoire pour toute révision constitutionnelle. Donc leur idée, je pense, philosophiquement, c'est cohérent avec la vision qu'il a, qui est une vision, on va dire, que moi je qualifierais de plébiscitaire du pouvoir. Le problème, c'est qu'on a un souci de logique circulaire. Si je veux imposer un référendum obligatoire, il faut que je révise la Constitution. Si je veux réviser la Constitution, il faut que j'ai 3/5 du Congrès ou un référendum inaugural. Et voici la donnée électorale que vos partisans, vous les partisans plutôt, vous minimisez tout le temps. Reconquête n'a obtenu aucun siège aux législatives en 2022. Est-ce que je parle de 2024 ? 0. Donc un président Zemmour, nouvellement élu, il aurait un effet d'entraînement présidentiel. En principe. Rappelez-vous Macron en 2022. C'était la même configuration. Réélu avec l'effet d'entraînement supposé, sauf qu'il a obtenu une majorité relative. Pas absolue. 245 sièges sur 577. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu et qui nous fait souffrir depuis tant d'années? Dans ce deuxième quinquennat Macron, on a eu un gouvernement sous perfusion de 49-3 pendant 2 ans. On a eu une dissolution en 2024. On a eu de la défaite. Ce qui veut dire que M. Zemmour partirait avec une implantation locale quasi nulle. L'effet d'entraînement présidentiel suppose des candidats crédibles dans les circonscriptions. Or, Reconquête n'en a aucun. Donc, sans majorité absolue, les réformes constitutionnelles, elles sont bloquées. La révision, il faut 3/5 du Congrès, 555 voix sur 925. Donc le principe, ça suffit pas. Les chiffres, ça compte. Donc philosophiquement, c'est cohérent, mais d'un point de vue arithmétique, c'est improbable dès le premier été du mandat. Improbable. Référendum obligatoire pour toute révision constitutionnelle. Balayé. Mesure numéro 10, le Frexit soft. Ah, le beau souverainisme de papier est de retour. J'avoue que là, c'est le mensonge le plus sophistiqué du programme. Parce qu'à aucun moment, il dit clairement « je veux quitter l'Union européenne ». Par contre, il propose des mesures qui nécessitent de violer les traités ou d'en sortir. C'est vraiment l'argument du rapport de force avec Bruxelles. Les partisans disent « la France est le deuxième contributeur du budget européen, si on sort c'est la fin de l'UE, la Commission n'est pas folle ». Je vous donne la réponse de l'histoire là. Le Brexit, il a montré l'exemple inverse. Le Royaume-Uni, c'était le deuxième contributeur net. Il a cru que la menace de sortie, ça lui donnerait un espèce de rapport de force favorable. Sauf que l'Union européenne, elle a tenu sa ligne pendant 4 ans de négo. Rien à faire. Et c'est le Royaume-Uni qui a payé le prix. L'accès au marché unique, il a été perdu. Vous avez toujours le problème de l'Irlande du Nord. On a un énorme ralentissement économique de 4 à 5% du PIB sur 5 ans. Cata. Et, soit dit en passant, la France, c'est pas le Royaume-Uni. C'est plus grand. C'est plus central, géopolitiquement. Mais la Commission, ils ont un intérêt structurel à montrer qu'on ne quitte pas l'UE sans douleur. Et c'est un signal de dissuasion vers les autres 26. Et l'UE ne cédera pas. Rien, 0. Ça veut dire que M. Zemmour nous vend une souveraineté retrouvée sans jamais assumer devant ses électeurs le coût réel de ce qui permettrait réellement de la retrouver. Et c'est ça que j'appelle le souverainisme de papier. Et c'est pour ça que quand on me parle du Frexit soft, non. Donc vous voyez bien que sur ce segment spécial Conseil d'État
in, cette troisième partie, institution et scénario gaullien, où vous rêvez que votre candidat vous fasse des modifications qui sont absolument infaisables, en plus fausses et mensongères pour la plupart, enfin en tout cas d'effets d'annonce, c'est foutu. C'est non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Maintenant, on va se faire une petite section spéciale sur la question gaullienne, parce que vous me l'avez évoqué aussi. Est-ce que ça peut marcher quand même? Donc, on m'a posé la question, et c'est vrai que ça méritait une vraie réponse. Est-ce qu'il existe encore des conditions qui permettraient à un exécutif de faire passer des réformes malgré l'opposition des institutions, comme De Gaulle en 62? Alors j'avoue que le général De Gaulle, il y en a beaucoup qui en ont plein la bouche sur cette plateforme, mais bon, on va voir de nouveau. Donc je vous reprends un peu ce que j'ai exposé dans mon feed. Qu'est-ce que De Gaulle a fait en 62? En octobre 1962, il soumet par référendum, via l'article 11 de la Constitution et pas le 89 qui est la voie normale, la révision qui instaure l'élection du président au suffrage universel direct. C'est un coup de force juridique, clairement. Voilà. Le Conseil d'État, il l'avait dit. L'Assemblée nationale vote la motion de censure contre le gouvernement Pompidou, De Gaulle dissout et il gagne les élections massivement. Donc le résultat électoral a post-validé l'irrégularité juridique de départ puisqu'on a eu un coup de force. Quelles ont été les conditions de ce coup de force? La première condition, c'est que Monsieur De Gaulle est le fondateur de la République qu'il dirige. Il a un capital symbolique unique dans l'histoire de la Ve République. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous en parlent énormément sur cet espace. Et aucun candidat en 2027, de quelque bord que ce soit, n'en dispose de cette légitimité personnelle historique et intransférable. Deuxième condition, donc déjà on est plié, puisque voilà, un outil référendaire non encore biaisé, balisé juridiquement. Je m'explique. En 62, la jurisprudence constitutionnelle sur l'article 11, elle n'existait pas. Le Conseil constitutionnel, il avait 4 ans. Donc les zones grises, elles ont été progressivement fermées. Par quoi? Par 65 ans de jurisprudence accumulée. Et votre candidat, il vous dit qu'il va tout balayer là, 65 années de décisions de juges constitutionnels. À l'époque, il n'y en avait même pas sur les 4 ans. Condition numéro 3. Il faudrait une victoire électorale immédiate et massive. Comme il l'a eu après la dissolution. Parce que M. De Gaulle, il a dissous et il a gagné. S'il n'avait pas eu cette victoire, il tombait. La légitimité démocratique, elle a couvert l'irrégularité, coup de force juridique, après coup. Et alors moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que ces conditions, elles se réunissent absolument pas en 2027. Mais parce que il y a 3 verrous nouveaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Numéro 1, notre fameux droit supranational. En 1962, la France n'était pas soumise à la CEDH et traité européen. En tout cas, pas dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, même si vous faites une révolution constitutionnelle interne et que ça marche, mais ça touchera pas les engagements internationaux et supranationaux, rien ne bougera. En fait, il faudrait simultanément conduire une refondation interne et dénoncer les traités. Autant vous dire que c'est des chantiers géopolitiques master qui ne conduiront pas, même si on vous vend l'inverse. Verrou numéro 2, peut-être vous vous en doutez, notre QPC, notre question prioritaire de constitutionnalité 2008. Avant 2008, le contrôle de constitutionnalité, c'était ponctuel. Et c'était a priori. Maintenant, c'est permanent. Et c'est ouvert à tous. Donc, à chaque fois qu'il y a un texte irrégulier qui sera contesté en temps réel par des milliers d'acteurs, les associations, les syndicats, les individus, c'est quand même beaucoup plus difficile de tenir un coup de force quand le contrôle, il est diffus et continu. Troisième verrou, on a une fragmentation médiatique et politique. Vous le voyez, vous le savez. Le général de Gaulle, il opérait avec 2 chaînes de télé d'État. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone dans la main. Donc une manœuvre institutionnelle irrégulière, elle est analysée, elle est démontée, elle est contestée en temps réel.
Et si vous voulez, dans un paysage où on a entre 5 et 6 blocs, où une dissolution c'est une arme à double tranchant, voilà, comme Macron en 2024 où il a dissous et il a perdu, ça va être un peu complexe là tout de suite. Ça veut dire que ce moment gaulien dont vous rêvez tous, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les hémoristes, théoriquement c'est possible, mais franchement honnêtement c'est quasiment improbable. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une légitimité électorale initiale très élevée, avec une majorité absolue aux législatives, un référendum qu'on gagnerait massivement, et en même temps une négo, voire une dénonciation du cadre supranational. Enfin, honnêtement, c'est un alignement de planète qui n'a eu lieu qu'une fois dans l'histoire de la 5e, et dans des circonstances historiques qui étaient absolument uniques et non reproductibles. Donc si Monsieur Zemmour mise sur ce scénario, c'est sa seule sortie intellectuelle cohérente, il devrait le dire clairement à ses électeurs. Et ça, il le fait pas, encore une fois. Ils vous vendent la certitude opérationnelle, là où en fait il y a un pari historique qui a une variance de dingue. Donc en fait c'est faux. Et c'est toujours pas possible. En tout cas, tu rigoles, mais c'est la vérité, hein, je suis désolée. Non, Guillaume, je rigolais parce que c'est le fait qu'ils vendent à ses électeurs n'importe quoi. C'est pour ça, mais Bah oui. non, ne vois pas de. Ah non, je vois rien, mais c'est vrai. Mais bon, allez, je vais être, comme je suis honnête, je vais quand même vous dire qu'est-ce qui marche. Enfin, ce qui marche. Je vais vous dire ce qui, selon moi, tient la route. D'accord? Parce que j'ai envie d'être honnête avec vous. Alors. Et ça va me différencier par rapport à mon analyse pour bien que vous compreniez que c'est pas un réquisitoire partisan. Pour moi, ce qui tient la route, c'est la revalorisation des petites retraites. Si on exonère de CSG les retraites inférieures à 1300 € net, effectivement c'est faisable. Socialement ça me paraît juste et légalement c'est propre. Ça va coûter entre 5 à 7 milliards, c'est un peu incertain financièrement, mais en elle-même cette mesure, c'est net. Revaloriser les petites retraites. Les zones franches industrielles dans les zones sinistrées. Ça existe déjà, c'est compatible avec le droit européen. Bon, il y a certaines conditions de notification à la Commission, mais moi je suis très pointilleuse. C'est documenté en termes d'efficacité dans d'autres pays. C'est pas révolutionnaire, c'est plutôt légitime et ça peut fonctionner. Les zones franches industrielles dans les zones sinistrées. Ah, immigration. Le durcissement des conditions de naturalisation. 10 ans de résidence au lieu de 5, pour maîtriser mieux le territoire français. Et dans le périmètre du droit constitutionnel, c'est compatible avec les engagements internationaux. On va dire que politiquement ça se discute, voilà, mais c'est faisable. Et on a une décision du Conseil constitutionnel 93-321 qui confirme. Donc, durcir les conditions de naturalisation, 10 ans de résidence au lieu de 5, bon, c'est possible. La réforme de la haute administration, ça, pourquoi pas? Pareil. Réduire l'influence en fait des grands corps d'État dans les directions ministérielles, on va dire que c'est dans les pouvoirs du président et du gouvernement. Je trouve que c'est un débat qu'on devrait avoir et qui est absolument transpartisan, donc ça je suis assez ok, pareil, pourquoi pas. Et la stratégie des départs volontaires, c'est-à-dire que rendre le séjour administrativement difficile pour les irréguliers, comme au Danemark, cibler les employeurs qui les exploitent, parce que là vous les entendez tous dire « Ah oui, c'est parce que les Français veulent pas travailler ». Oui, mais quelles sont les conditions de travail que vous donnez à ces travailleurs migrants? Donc cibler les employeurs qui les exploitent, simplifier les procédures d'expulsion sans supprimer les recours. On va dire c'est la seule stratégie cohérente sur l'immigration avec les contraintes juridiques réelles. C'est donc ce que Danemark, quand je vous ai cité tout à l'heure, a fait depuis 20 ans, avec des résultats qui sont documentés. Mais je rappelle que M. Zemmour ne vend pas véritablement ça en réalité. Lui, ce qu'il vend, c'est des expulsions massives actives. Et en fait, du coup, c'est différent en termes de programmatique. Parce que ces mesures, à lui, c'est 15 à 20% de son programme. Euh, c'est les seules qui sont réelles et solides, voire discutables. Et le reste, c'est que de la com, en fait. Donc sur tout son programme, vous avez 15% qui vaut quelque chose. Je vous ai dit, zone franche industrielle, durcissement des conditions de naturalisation, réforme de la haute administration, revalorisation des petites retraites, 1, 2, 3, 4, stratégie des départs volontaires, 5. 5. Sous mesure. Le reste, nada. Impossible.
en interne, supranational, et en plus sur des chiffres qui sont gonflés, qui ne veulent rien dire puisqu'on les a débunkés ce soir. Donc, à vous de faire votre Macédoine là-dedans. Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça ce soir? D'abord, je veux commencer par reconnaître quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Vous êtes dans le monde des bisounours, vous ne voyez pas le défi migratoire réel. » Alors, oui, il y a un défi migratoire qui est réel, il y a des grosses tensions sociales, et on a le sentiment que la France se fragmente, et c'est documenté. Si on prend l'exemple par exemple, non. Si je prends l'exemple du Liban, de la guerre civile, et de l'accumulation non gérée des communautés qui étaient hostiles les unes envers les autres, finalement, on n'a pas trop envie d'avoir ça chez nous, n'est-ce pas? Est-ce que ça pourrait? Oui, ça pourrait. Est-ce que je considère que finalement M. Zemmour n'est pas véritablement candidat, mais qu'il est là pour agiter le débat public et faire en sorte que les communautés s'affrontent? Je dis ça, je dis rien. Mais si on a vraiment un problème sérieux sur ce point en France, il faut des solutions sérieuses. Et c'est là le paradoxe central de M. Zemmour. C'est un des hommes politiques français qui comprend le mieux les mécanismes juridiques et institutionnels, on ne peut pas lui retirer. Il les a étudiés, il les a analysés, il les a documentés pendant 30 ans. Son coup d'état des juges, c'est un livre à lire, moi je l'ai lu, c'est un livre sérieux. Il sait de quoi il parle, voilà, et il sait ce que ça implique une refondation de l'ordre juridique. Ça, c'est une réalité qu'il faut pas nier. Mais justement, en fait, c'est de partant de là que son programme est encore plus problématique. Parce qu'il sait. Il sait que 100 000 expulsions par an en 5 ans, c'est impossible dans les contraintes juridiques actuelles. Il sait que 65 milliards d'économies, ça tient pas à l'examen arithmétique. Et il sait que refonder l'ordre constitutionnel, ça prend des décennies, pas un quinquennat. Mais il va quand même le promettre. Et il va le promettre à des électeurs qui ont des vrais problèmes, des angoisses légitimes, et qui méritent des réponses honnêtes. Et c'est ça la vraie trahison. C'est pas une trahison idéologique. La trahison, elle est intellectuelle. Un programme qui promet des résultats impossibles, il va pas résoudre la crise. Il va la reporter avec des intérêts. Il va consommer un quinquennat de capital politique sur des promesses qui sont inapplicables. Du coup, ça va créer une attente démesurée et ça va laisser les Français, vous, moi, encore plus déçus et défiants qu'avant. Promettre 1 million d'expulsions quand le maximum historique, c'est 14 000, c'est pas de l'ambition, c'est de la tromperie. Promettre 65 milliards d'économies quand les économistes indépendants de tous bords calculent 60 à 80 milliards de déficit supplémentaire, même après correction, c'est de la démagogie. Et vraiment, je voudrais finir là-dessus parce que on me fait souvent le reproche du droit dans mes spaces, alors que je vous rappelle que mon contenu, c'est le juridico-politique. Le droit, ça n'est pas une technique de juriste, comme vous venez m'attaquer quand je vous fais une démonstration. Le droit, surtout dans ce que je partage, finalement, c'est pas non plus une contrainte bureaucratique qui est inventée par vos juges rouges ou arc-en-ciel. C'est un cadre qu'on a construit, que vous avez construit, que d'autres Français ont construit avant, après avoir vécu ce qui arrive quand ce droit n'existe pas. La loi du 22 juillet 1940, 15 000 personnes dénaturalisées, 1 millier déportés, par un gouvernement légalement constitué, avec une majorité parlementaire, qui avait reçu les pleins pouvoirs d'une Assemblée nationale élue démocratiquement. Voilà ce que ça donne, un État qui décide que le droit gêne la politique, que le juge doit disparaître. Le détruire parce que ça gêne une politique précise, c'est le détruire pour tout le monde, y compris pour vous et pour ceux qui veulent le détruire aujourd'hui, le jour où ils auront besoin de lui pour s'opposer. Quoi qu'il en soit, c'était l'épisode 1. La semaine prochaine, sauf actualité folle, même exercice, autre candidat. Si vous avez envie que je fasse un candidat prioritairement, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Rappelez-vous bien qu'on est là pour faire ce que les médias ne font plus, regarder les chiffres en face, regarder le droit en face et nous respecter en tant qu'électeurs. Je vais vous mettre les sources juridiques et historiques complètes dans la bulle et si vous n'avez pas de questions, je vais clore ce space.
Mais que vous êtes sages. Donc je vais clore ce space qui finira en podcast et sur YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.